Piéger votre appartement en plus. Une voiture bourrée de drogue, des micros dans les statues. Il recule devant rien, Milan. Je n'aime pas les arrivistes, Perrache. Dans notre métier, ils ne vont jamais bien loin. Milan mérite une leçon. Un homme doit arriver demain matin à Orly à 9h30. Oui, monsieur. Le type qu'on doit accueillir, Oui? qui est-ce? Je ne sais pas. Allez à Orly demain matin à 9h30 et choisissez. Je ne comprends pas. Oui, choisissez. Prenez n'importe qui, un homme dans la foule, le plus anonyme possible. Celui que vous allez accueillir n'a aucune importance. C'est lui. Michel. C'est un prétexte. Ce qui compte, c'est que Milan morde à l'hameçon. Je peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit Perrache. Un piège à con. Paulette. François. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, la chaîne dédiée au cinéma français. Et une chaîne qui parle de cinéma français depuis 5 ans a forcément déjà parlé du Grand Blond avec une chaussure noire, au moins une fois. Et pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que la vidéo a eu un souci de dernière minute avec un décalage de son qui rend le visionnage de cette vidéo très désagréable. Quand je pense au Grand Blond avec une chaussure noire ou sa suite, le retour du Grand Blond, je ne peux pas m'empêcher, et quand la chaîne s'arrêtera un jour, dans longtemps, je sais pas quand, je tiens à ce que toutes les vidéos que j'ai faites soient toutes regardables et qu'il n'y ait pas de coquilles. Donc il y a encore du boulot. Donc, comme on l'a fait pour l'aile ou la cuisse ou Joe récemment, ou comme on le refera pour d'autres vidéos, voici la version définitive de mon travail sur le film, un film très important pour le cinéma français. Et les tirs violents. Vous avez 24 heures, votre aile. Il faut que nous sachions demain matin plus tard qui est ce type et ce qu'il compte faire. L'écoute à plein temps, 24 heures sur 24. Cette fois-ci, nous ferons 2 vidéos, une par film, et j'espère qu'elle rendra enfin honneur à ce diptyque que j'apprécie de plus en plus avec le temps. On est parti! Yves Robert est vraiment un monument du cinéma français, mais ai-je besoin de le rappeler? Producteur, scénariste, acteur, réalisateur, c'était une personnalité très proche de la nature, très proche des choses simples, ce qui transpirait dans certains de ses films comme Ni vu ni connu, avec un certain Louis de Funès, ou encore Alexandre le Bienheureux dont on parlera un jour, un film important qui va réunir à l'écran, même l'espace de quelques secondes, des acteurs tels que Philippe Noiret, mais également Jean Carmet, Paul Leperson, Jean Saudray, avec son visage de gangster, mais aussi un certain Pierre Richard. Jean Carmet, Paul Leperson, Jean Saudray, Pierre Richard aussi. Des noms qui vous seront sans doute familiers si vous connaissez déjà le Grand Blond. Ne me ratez pas le moment où Toulouse prendra contact avec lui. Il est en train de louer une barque. Ouais, sur le lac. Qu'est-ce qu'il fout sur le lac? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout sur le lac? Ah oui, c'est ça. Il rame. Il rame. Yves Robert aime bien tourner avec les mêmes équipes techniques, mais il fait également souvent appel à des acteurs de second rôle qu'il emploie dès qu'il le peut. Et Yves Robert et Pierre Richard, c'est une jolie histoire qui est née durant le tournage d'Alexandre le Bienheureux, où Pierre Richard n'a pourtant qu'un second rôle. Mais il va produire ses 2 premiers films de réalisateur, Le Distrait, puis Les Malheurs d'Alfred, produit par la Gaumont, coécrit par Yves Robert, qui assurera également le montage du film. Et dans Les Malheurs d'Alfred, autour de Pierre Richard, nous avons Jean Carmet, Paul Leperson, et Jean Saudray, encore. Plus, encore un nom qui va encore plus vous parler. C'était qui déjà ce gars? Comment il s'appelait? Ah oui, un certain Vladimir Cosma. Alors oui, aujourd'hui, tout a l'air de couler de source. Tout a l'air d'aller de soi. Mais à ce stade-là, rien n'était évident pour le Grand Blond avec une chaussure noire. Car au stade où nous en sommes, le Grand Blond n'est qu'un synopsis dans l'esprit d'Yves Robert. Et d'ailleurs, le Grand Blond ne s'appelait pas encore le Grand Blond, puisqu'Yves Robert avait entamé son histoire sous le nom de La Boîte d'Allumettes. Une histoire très simple, d'un monsieur tout-le-monde, au milieu d'un aéroport, qui allume une cigarette avec une allumette, d'une telle façon qu'il est identifié à tort comme étant un agent double, devant plusieurs services secrets du monde qui étaient présents à ce moment-là à l'aéroport. C'est là qu'entre en scène un grand nom encore, ou plutôt à l'époque un futur grand nom de la comédie française, qui s'était déjà... Ah mais oui, un certain Francis Weber. Et là aussi on pourrait se dire, avec Yves Robert d'un côté et Francis Weber de l'autre, que ça coulait de source également. Pourtant non. Et ces deux-là, ils seront d'accord sur pas grand-chose, ce qui n'empêche pas, la preuve, peut-être par accident, d'accoucher d'un joli bébé. Mais même leur début, je veux dire les débuts, la rencontre entre les deux, ça n'était pas gagné. Il faut dire que Francis Weber, au début des années 70, c'était un scénariste dialoguiste, mais débutant. Il avait à son actif un bide, Appelez-moi Mathilde, réalisé par Pierre Mondy, et un succès, en tant que scénariste avec Il était une fois un flic,
de Georges Lautner. Et dans Il était une fois un flic, encore une actrice en particulier qui va vous parler. Oh, j'ai encore oublié son nom, c'est pas possible. C'est qui déjà encore? Ah, bah oui, Mireille d'Arc. Ce succès permet à la Gaumont d'identifier Francis Weber comme un scénariste à succès potentiel. Et Yves Robert a également eu vent de ce succès, et il souhaite donc travailler le scénario du Grand Blond avec ce nouveau Francis Weber. Mais la rencontre est un peu froide. Yves Robert va lui dire qu'il est trop occupé à monter Les Malheurs d'Alfred de Pierre Richard, et qu'il doit commencer à écrire tout seul, comme un grand, qu'il n'est pas encore. Et il va en fait carrément écrire tout seul le scénario du Grand Blond durant 3 à 4 mois. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Il nous balade depuis le début, il joue avec nos nerfs. Il jette du pain au canard. Oh merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus? Qu'est-ce qu'il a à tirer la chasse d'eau comme ça, ce con? Mais Weber n'est pas à l'aise avec la partie du synopsis qui concerne les services secrets internationaux. Cela nécessiterait de multiplier les personnages à l'écran et de devoir leur faire prendre des accents caricaturaux. Mais aussi toujours avec les mêmes gueules des mêmes acteurs français qui ont une connotation russe ou américaine. Ça aurait sans doute pas eu le même charme que la version finale. Weber suggère à la place une brouille au sein d'un même service, un service secret français, où l'adjoint veut devenir le patron et compromettre son patron pour y arriver, ce qui nous amène à toute cette histoire autour d'un véritable inconnu choisi au hasard dans le dit aéroport. Enfin, choisi au hasard, pas tout à fait. Cet homme ressortira du lot, et c'est bien connu, à cause de 2 chaussures dépareillées qu'il portait ce jour-là à l'aéroport. Yves Robert va suggérer de s'inspirer d'un roman, La 5e corde, corde pour corde d'un violon, car le livre parle d'un violoniste professionnel dont la 5e corde est justement d'être un agent secret, un véritable agent secret. Et qu'est-ce qu'il y a dans une boîte à violon? Non, imbécile. Alors couvrez-moi, j'y vais. Mais globalement, on doit la qualité du scénario du Grand Blond à Francis Weber. De quoi parle le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Le colonel Milan, joué par Bernard Blier, souhaite la place de son supérieur hiérarchique et n'hésite pas à le mouiller dans une affaire de stupéfiants. Le colonel Toulouse, revenant de vacances, l'apprend. Et pour se venger et surtout pour mettre à jour toute son équipe qui travaille en douce contre lui, dans l'ombre, il décide de désigner au hasard, alors qu'il se sait sur écoute, un homme qui serait un agent double redoutable et qui reviendrait de l'étranger avec la preuve de la culpabilité de Milan dans l'affaire des stupéfiants. Milan panique, mais il panique pour rien, mais il ne le sait pas encore. Son équipe se rend à l'aéroport, observe tous les hommes avec qui Perrache va rentrer en contact, et Perrache va choisir un homme au hasard dans la foule, qui se retrouve être François Perrin, Pierre Richard, qui à partir de cet instant-là est alors suivi par toute une équipe d'espionnage qui va décortiquer sa vie sans qu'il ne s'en aperçoive, et tous, ou presque, vont rester persuadés qu'il s'agit d'un véritable professionnel qui peut dégainer à tout moment, ultra dangereux, en dépit de son comportement plutôt bizarre. Votre Pourquoi une chaussure noire? Ce sera le prétexte à de nombreuses péripéties et bien entendu à de nombreuses situations drôles. Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Il se dirige vers le bois. Il va sur le lac. Il est en train de louer une barque. Ouais, sur le lac. Qu'est-ce qu'il fout sur le lac? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout sur le lac? Dans le rôle principal, la Gaumont souhaite Claude Rich. Mais bien que le nom de Pierre Richard soit suggéré à la Gaumont, ils n'en veulent pas. Certes, il a fait 2 films à la suite en tant que réalisateur, mais ils ont à peine passé le million d'entrées. Pas suffisant pour les convaincre. Et devinez qui a eu l'idée de Pierre Richard au passage? Vous allez me dire Yves Robert, c'est logique. Eh ben non. Pourtant c'est bien lui qui l'a lancé, c'est même lui qui produit ses films, c'est même lui qui l'aide à faire le montage. Mais c'est Francis Weber qui a suggéré à Yves Robert d'utiliser, d'employer, d'écrire le film pour Pierre Richard, avec qui il travaille déjà depuis des années. Alors, on descend? Non, j'aimerais d'abord savoir ce qu'il a dans le ventre. Ce sont ses yeux qui le trahissent. Ce à quoi Yves Robert va se dire, bien évidemment, mais... Putain, je me suis fait mal. Mais oui, bien sûr. Quel con. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et du coup, c'est à l'idée de faire jouer Pierre Richard et son physique particulier que le vrai titre du film, le titre définitif, va naître. Le Grand Blond. Un film qui, à partir de là, de cette prise de décision, sera vraiment écrit pour Pierre Richard, pour un acteur en particulier. Et ça aide énormément à l'écriture de savoir pour qui tu écris. Ce qui va impliquer d'ailleurs pour Pierre Richard de se teindre les cheveux en encore plus blond qu'il ne l'était déjà. Mais c'est parce qu'Yves Robert et son épouse étaient également producteurs qu'ils ont pu imposer Pierre Richard.
Mais ça n'était pas le seul nom qu'il fallait imposer. Dans le rôle de Maurice, la Gaumont avait Jean Lefebvre en tête. Alors que comme on l'a vu, Jean Carmet était un habitué des films d'Yves Robert. Et anecdote intéressante pour la soupe aux choux, dont on a déjà parlé, pour jouer le rôle du Bombay au départ, Louis de Funès voulait Jean Lefebvre. Ça aurait été les retrouvailles après leur brouille qui avait lieu 10 ans plus tôt, et même plus que ça d'ailleurs. Deux rôles importants, la soupe aux choux et le grand blond, finalement que Jean Lefebvre va laisser filer au profit à chaque fois de Jean Carmet. Psst, psst. D'ailleurs, si le personnage s'appelle au final Maurice Lefebvre, c'est en référence à Jean Lefebvre, que la production avait choisi par défaut, alors que ce n'était pas le choix d'Yves Robert et de Francis Weber. Annie Dupéret, qui venait de jouer avec Pierre Richard la même année dans Les Malheurs d'Alfred, était envisagée tout naturellement pour jouer le rôle de la séductrice. Mais encore une fois, changement de cap avec Mireille d'Arc. Mais cette fois-ci, c'est la Gaumont qui va imposer, et cette fois-ci ils auront raison, Mireille d'Arc, à la place d'Annie Dupéret, que j'adore aussi, par ailleurs. Mais à sa rencontre, Yves Robert va être instantanément séduit. Bonsoir. Bonsoir. Film d'espionnage oblige, il a été jugé prudent de ne pas utiliser des noms de famille, même répandus, afin d'éviter d'éventuels problèmes à la sortie du film. Afin de ne pas prendre le risque de procès, des noms de villes seront plutôt privilégiés. Toulouse, Milan, Perrache, ou alors Prince et Charmant. On voit facilement où ils ont été les chercher, et au moins avec ces noms-là, ils prenaient pas beaucoup de risques. Le Grand Blond a l'air tellement évident aujourd'hui, tant il a lancé pleinement la carrière de Pierre Richard, ce qui n'est pas rien. Le personnage de François Perrin en plus, qui deviendra François Pignon, tout par-delà. Mais le film va aussi imposer, et ce n'est pas rien, Vladimir Cosma au rang des compositeurs avec lesquels il va falloir compter. Et là aussi, c'était pas gagné. Et ça n'était pas gagné, car il avait été commandé à Vladimir Cosma par Yves Robert un thème musical sous forme de pastiche. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Un pastiche du thème légendaire de James Bond. Et à la manière d'un John Williams qui va prendre le contre-pied de la demande de Spielberg de faire un thème aquatique pour les Dents de la Mer, un thème qu'il voulait mélodieux, faisant appel à l'imaginaire, alors qu'on aura au final un thème principal avec seulement 2 notes. Johnny, take my word for it. Don't look back. 2 notes que Spielberg va prendre pour une blague, avant de réaliser que c'était génial. Mais Vladimir Cosma va alors proposer un thème musical complètement décalé, joué par un instrument jamais utilisé en France, la flûte de Pan, qui n'a aucun rapport avec l'ambiance du film ou sa thématique principale. Du génie pour Yves Robert, mais une aberration pour Francis Weber qui trouve que le thème enlève tout le comique du film et surtout enlève tout l'impact de ses propres dialogues. Et encore une fois, il va y avoir une confrontation dans la production et c'est le réalisateur-producteur, qui a quand même son mot à dire, qui va imposer ce choix. C'est lui. Et avec le recul, il a eu raison. C'est l'un des thèmes les plus emblématiques du cinéma français, le thème du Grand Blond. A noter que le thème de pastiche de James Bond sera finalement utilisé pour le retour du Grand Blond 2 ans plus tard, mais nous en parlerons une prochaine fois. Les premières prises n'étaient pas non plus évidentes sur le tournage. Par exemple, première prise de la première scène du film, elle se passe dans le bureau du colonel Toulouse, joué par Jean Rochefort, qui confronte son adjoint Milan, Bernard Blier, avec comme témoin l'adjoint de Toulouse, Perrache, joué par Paul Leperson. Une scène avec une certaine tension entre les deux personnages qui se jaugent, une scène importante, arbitrée par Perrache, et Paul Leperson est un acteur familier d'Yves Robert. Et toute l'équipe technique connaît Paul Leperson, mais pas Bernard Blier, ni même Jean Rochefort d'ailleurs. Ils ne se connaissaient pas. Et Bernard Blier, méfiant, va dans un premier temps le tester. Et j'entends la voix de Blier. Je vous signale, monsieur Yves Robert, que monsieur Rochefort et moi, nous sommes prêts. Nous n'attendons plus que monsieur Leperson. Premier jour, première prise. Hein. Je reviens à ma place, je rentre dans mes traces à la craie, et je regarde Blier, je lui dis, je vous signale, monsieur Blier, que monsieur Yves Robert, qui n'est quand même pas un crétin, il juge les comédiens au rush. Éclat de rire général, parce que tout le monde était pour moi. Hein. Bernard Blier va en effet s'impatienter sur le plateau, ce dernier étant prêt avec Jean Rochefort pour jouer la scène, tandis que Paul Leperson n'était pas encore présent sur le plateau, arrivant en dernier. Alors que Jean Rochefort et Bernard Blier étaient des vedettes à l'époque.
Il va donc le provoquer comme quoi il est en retard, mais Paul le Person ne va pas se laisser démonter. Tout le monde disait aussi, on tourne cette séquence et on va s'asseoir dans la pièce à côté à attendre la suivante. Et là, Bernard Blier vient s'asseoir à côté de moi et il me dit « Oh Paul, j'ai une affaire formidable pour avoir des bons Bordeaux. » Dans la catégorie première rencontre sur le tournage, nous avons aussi la rencontre légendaire entre Pierre Richard et Mireille Darc. Cette dernière était déçue de ne tourner que 8 jours sur le tournage, un tournage qui durait pourtant plus de 2 mois, et elle prend alors une décision radicale pour marquer les esprits. Elle se fait faire sur mesure une robe en apparence très sobre sur le devant, mais très décolletée dans le dos. Une robe légendaire, même aujourd'hui. Cette robe fait tellement fondre Yves Robert sur le tournage qu'il réécrit en express la scène en fonction et ne prévient pas Pierre Richard de la tenue de sa partenaire afin de préserver l'effet de surprise sur le comédien. Ce que l'on voit à l'écran, avec Pierre Richard qui voit sa partenaire de face dans un premier temps, c'est la première fois qu'il joue avec elle, et surtout sa réaction quand elle se retourne et qu'on voit tout, lui aussi voyait tout, et sa réaction est sincère et spontanée. C'est celle de Pierre Richard. A noter que dans le scénario de base, il y avait quand même une robe décotée dans le dos, hein. C'était prévu, c'était écrit, mais Mireille Darc tenait tellement à ce que ce soit mémorable qu'elle l'a choisi elle-même, pour qu'elle marque les esprits, et elle a réussi. Avant de vous donner mon avis sur le film, voici encore quelques anecdotes de tournage que j'ai pu trouver, mais qui sont bien connues. La scène du violon devant Mireille Darc a été complètement improvisée par Pierre Richard, et il l'improvise durant plusieurs minutes, ce passage douloureux pour les oreilles, et seulement 20 secondes ont été gardées dans le montage final. Yves Robert avait pour habitude de ne pas dire « action » au début d'une prise, mais plutôt « partez », un mot que Jean Carmet va prendre au mot justement dans la scène des vélos, où il va prendre en entendant « partez » un taxi qui passait par là pour rentrer chez lui, car il pensait qu'il était chassé du plateau. Yves Robert décidera alors de dire à la place « jouez » pour éviter tout malentendu à l'avenir. Jean Saudret, l'un des hommes de main de Toulouse chargé de protéger le Grand Blond sans savoir qui c'est, face aux attaques potentielles de Milan, a un visage très reconnaissable. Et Paul le Person le trouvera tellement effrayant et inquiétant qu'entre les prises, il le félicitera pour son maquillage, de même que son compère à l'écran, joué par Maurice Barnier, qui était persuadé, tout comme Paul le Person, que son partenaire était maquillé ou portait une prothèse pour les besoins du personnage, alors que non. Sympa. Et enfin, pour en rester sur Maurice Barnier, que l'on verra dans Les Compères par exemple, comme il n'avait pas beaucoup de dialogue dans le film à se mettre sous la dent, c'est lui qui trouvera l'idée du chewing-gum qu'il mâche en permanence à son personnage. Le grand blond avec une chaussure noire. Oui, mais pourquoi une chaussure noire? J'ai pas vu de chaussure noire, moi. Ben, venez voir le film. Avant la sortie du film, qui est sorti le 6 décembre 72, il y a eu, comme souvent, une projection pour la presse, et juste la presse. Et c'est pas forcément les plus drôles. Et ce jour-là, Pierre Richard était dans la salle, et ça arrive parfois, parce que c'est arrivé avec Rabbi Jacob. Ce jour-là, il y a une ambiance dans la salle qui n'est pas bonne. Parfois, un film peut mal se passer parce que la salle n'est pas dans le bon mood. C'était une douche froide, c'était un silence total, personne ne riait. La presse est passée complètement dans cette projection à côté du film. Et c'est très long, un film, une comédie où personne ne rigole, et que l'acteur, même si je pense pas que tout le monde ait vu qu'il était là, et que l'acteur phare du film est là et assiste à cet échec dont il est forcément responsable puisque c'est lui le premier rôle. Du coup, Pierre Richard n'ira pas au bout et va quitter la salle. Il va même prendre un avion, partir au soleil en Guadeloupe pour fuir le pays afin de ne pas vivre le flop de trop près. Mais il devra revenir quelques jours après, tant le film est un succès à sa sortie, avec au final 3,4 millions d'entrées, mais c'est également un grand succès en Europe, avec 3 millions d'entrées en Allemagne par exemple, et c'est également un grand succès en Union soviétique. Il ira même jusqu'à assister à une avant-première à New York, où une rencontre va peut-être changer sa vie, ou en tout cas fortement l'influencer. Alors que l'avant-première à New York se passe très bien et que le public rit, une femme l'interpelle après la projection et lui dit qu'elle a adoré sa prestation qui lui rappelait son père. Et son père, c'était Danny Kaye, un acteur, chanteur et danseur américain, qui était l'idole de Pierre Richard 2 décennies avant. Il a grandi avec. Et se faire adouber par sa fille était le plus bel encouragement qu'il recevra de sa carrière, ce qui va le conforter de continuer. Et encore une fois, tout part de là. Parlons du film maintenant. Un petit bijou que j'ai mis des années, voire des décennies à apprécier à sa juste valeur. Le Grand Blond avec une chaussure noire n'est pas un film facile à aborder. Le début est lent, et le film dans sa globalité d'ailleurs est lent également. L'ambiance est parfois inquiétante, avec des seconds rôles au visage parfois difforme, blafard, éclairés d'une façon sinistre ou austère. Et il y a un contraste énorme entre le comique purement visuel tout en gestuel de Pierre Richard, qui se désarticule presque à l'écran,
et l'immobilisme, la froideur qui se dégage des personnages, joués par Jean Rochefort ou Bernard Blier. Et l'histoire n'est pas simple à comprendre. Et je trouve que ce n'est pas un film facile à appréhender pour un enfant de moins de 10-12 ans. Et encore, un enfant de 12 ans et même un peu plus, je pense, serait perdu aujourd'hui par rapport au rythme particulièrement lent, propre à son époque, et encore, c'est aussi le style d'Yves Robert. J'ai jamais vu un film d'Yves Robert où il était pressé, où le montage était nerveux. Au contraire, ça prend le temps. Vous me direz en commentaire si vos enfants, qui ont entre 10 et 14 ans, ou même plus jeunes, ont regardé le premier Grand Blond sans souci. Le deuxième, c'est différent. Le deuxième est plus facile, il est plus accessible. On en reparlera un jour, mais le comique est plus visuel que dans celui-là. Jusqu'à il y a une dizaine d'années peut-être, je lui ai toujours préféré sa suite. Plus légère, plus directe, plus lisible, plus facile à comprendre. Il était plus simple de faire passer un homme lambda et maladroit pour un faux agent secret, en simulant comme dans un train fantôme des fausses attaques, plutôt que de voir comme dans ce film-là, un homme lambda suspecté d'être un agent secret alors qu'il ne l'est pas sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Oui. Je ne suis pas seulement violoniste, j'ai une autre activité. Oui. Je compose. Comment? Comment? Oui, je suis aussi compositeur. Bien que tout le monde agit comme s'il l'était, ce qui était le prétexte de bon nombre des gags du film. Celui-là est plus cérébral, mais une fois qu'on grandit, en tout cas c'est mon cas, la dynamique s'inverse. Le deuxième devient plus facile, plus commercial, un peu plus à l'inverse du premier. Le grand blond avec une chaussure rouge. Alors que le premier avait trouvé l'idée géniale, que le deuxième n'a pas. Le deuxième ne fait que pousser un petit peu plus, mais ne rajoute pas grand-chose. En tout cas, ce qui est commun aux deux, ce que j'aime à deux reprises, et ce que je préfère même dans ces deux films, c'est le duo Toulouse-Perrache, Jean Rochefort, Paul Leperson. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil? Du sable, monsieur. Pas assez, Perrache. Pas assez. Toulouse, campé par un Jean Rochefort impitoyable, froid, n'ayant aucune pitié quitte à sacrifier un innocent dans son propre intérêt, et épaulé par Perrache qui lui est à 99% dévoué, mais qui développe une forme de pitié pour le grand blond, une véritable victime dans l'histoire, jusqu'à développer une forme de tendresse et de sympathie et d'amusement, surtout dans le numéro 2. Ils l'ont raté. Charmant est à l'hôpital, il a reçu un bouchon de champagne dans l'œil. On l'enterre tout à l'heure, vaudrait mieux qu'il soit mort. Perrache lui sauve clairement la vie, et on comprend pourquoi c'est lui qui l'a choisi, donc il se sent un petit peu responsable. Quand vous avez obligé ce pauvre Gugus à répéter la séance de karaté, vous saviez déjà qu'il allait mourir? Il tourne à gauche. Prince et Charmant mettent un point final à cette histoire et je vous interdis de me juger, compris? De ce pauvre inconnu qui peut être sacrifié par son patron, qui lui n'en a rien à carrer, et je trouve ça assez touchant. Pourquoi il tourne à droite? Vous lui avez bien dit de tourner à gauche. Mais pourquoi il tourne à droite? Mais il connaît pas sa droite, cet abruti! J'en ai bien l'impression, monsieur. J'adore le personnage de Perrache et sa relation avec son patron. Cette relation est mystérieuse. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il est d'une fidélité infaillible à son patron. On sent qu'entre eux, c'est à la vie et à la mort. J'ai préféré un grand blond avec une chaussure noire à un grand noir avec un loden vert. Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite. Bon appétit. Bien entendu, avec le recul et davantage de maturité, tout dans ce film est génial à partir du moment où tout se met en place, dans la scène géniale de l'aéroport, qui est d'une fluidité exemplaire. On voit dans cette scène-là comment le piège est en train de prendre en direct, avec tous ces visages qui dévisagent le grand blond, Pierre Richard. Il y en a qui sont cachés derrière un journal, il y en a qui sont cachés derrière des lunettes. Perrache est caché dans une cabine, et ils apparaissent tous dans le cadre, au moment idéal. C'est une masterclass de réalisation, même aujourd'hui. Les gags reposent en grande partie sur le regard de Bernard Blier et de ses hommes, qui assistent en direct au déroulé d'une vie tout à fait normale, tout à fait banale, bien qu'ils s'obstinent à en relever des anomalies. Y compris les États-Unis. Et voilà, nous y sommes. Il a travaillé aux États-Unis, j'en étais sûr. Pourtant, aucun de nos correspondants aux États-Unis ne le connaît. Mais évidemment, c'est un super agent. Il fait des rapports et des connexions là où il n'y en a aucune, et c'est assez savoureux de le voir persister à y voir en Pierre Richard un super agent potentiel qui cacherait bien son jeu, alors que le seul secret que cache François Perrin, c'est une liaison secrète avec la femme de son meilleur ami. On a piqué cette photo chez lui dans un tiroir sous une pile de chemises. Il y a un message inscrit au verso. Faites-moi décoder ça le plus vite possible. L'un des meilleurs gags du film étant le gag du cheval, du pauvre Maurice qui entend la voix de sa femme dans une camionnette, sans se douter que ce n'est pas vraiment elle, mais que ce n'est que sa voix, retransmise par une table d'écoute qui était à l'intérieur. Il y a le type au vélo derrière nous. Il crie quelque chose. Paulette. Bel cheval. Tout comme le gars qu'on a vu dans Rabbi Jacob d'ailleurs l'année d'après,
qui entend du coup via le même camion le bruit d'une chasse d'eau, la chasse d'eau de Pierre Richard, qu'il actionne chez lui, mais qu'on entend dans le camion, avec la réflexion tout à fait légitime d'un des hommes de main de Toulouse, lui aussi avec un visage inquiétant et un peu difforme, qui se demande pourquoi Pierre Richard tire la chasse d'eau autant de fois. Qu'est-ce qu'il a à tirer la chasse d'eau comme ça, ce con? Bizarre. Tout ce qui est observation de loin, avec une incompréhension mêlée d'admiration ou de crainte aussi, parce qu'on pense que c'est vraiment un super agent, et qui se demandent tous, mais pourquoi il fait demi-tour? Pourquoi il va pas chez le dentiste? Il tire la chasse d'eau. Comment ça, il tire la chasse d'eau? Non, je comprends bien, il y a sûrement une raison, mais pourquoi tire-t-il la chasse d'eau? C'est cassé. Ou alors la scène géniale avec Bernard Blier, qui est géniale, il donne à manger au canard. Oh merde. Ça me fait rire. C'est dit tellement froidement, c'est dit tellement sobrement. On a parlé il y a pas longtemps dans la vidéo sur Joe du comique froid de Bernard Blier, que l'on verra à son meilleur niveau dans Buffet froid d'ailleurs, avec tiens, un certain Jean Carmet. L'avez-vous? Approchez. Les deux se sont croisés dans ce film-là, même si ça n'a pas duré longtemps. Tournez-vous. Comme ça? Très bien. Mais du coup, c'est dit tellement froidement avec Bernard Blier que petit, je prenais tout au sérieux. Alors qu'en fait, quand tu grandis, c'est d'autant plus tordant que le jeu est statique. Le côté ahuri d'un Jean Lefebvre impeccable, c'est également tordant dans le film. Il entend ce qu'il ne devrait pas entendre, et ça va le rendre fou. Il voit ce qu'il ne devrait pas voir, c'est le plus ahuri, c'est le plus bébête, mais c'est le plus dans le vrai. Il y a 3 cadavres chez toi. Allez, entre. Et alors? Il y avait 3 cadavres dans cette pièce, je te jure, Françoise. Mais oui, mais oui. C'est le personnage qu'on prend en sympathie car on sait que sa femme le trompe, mais pas lui. On sait qu'il voit des cadavres et qu'il a raison, mais quand il le dit, ils disparaissent. Là, attends, je vais te chercher un verre d'eau, François. J'ai pas soif, je te dis, j'ai pas soif du tout. Je suis pas bien, François. On ne fait que le comprendre dans le film. On s'identifie beaucoup plus à lui, en tout cas qu'au personnage de Pierre Richard, François Perrin, que je n'apprécie pas. Alors attention, il est génial Pierre Richard dans ce film, comme souvent. Et ces scènes avec Mireille d'Arc, dans l'intimité, sont jubilatoires. Là, vous me faites mal. Hein. Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est la première fois qu'elle se bloque. Saloperie. Le coup de la braguette coincée dans les cheveux, c'est culte à jamais. Mais ce personnage n'est pas très sympa avec son meilleur ami quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cucus? Ça y est. Vous êtes fait mal? Il saute sa femme, faut appeler un chat, sa femme méprise son mari, en plus... Maurice est un pauvre type, il n'a que ce qu'il mérite. J'ai rêvé que tu m'arrachais mes vêtements, tu as fait de grandes mains brûlantes et tu m'arrachais mes vêtements. Il a sa responsabilité dans cette histoire. Et du coup, on n'a pas de sympathie, moi je n'ai pas de sympathie pour François Perrin. À propos, tu sais qui vient à 4 heures? Non. Maurice. Maurice, pourquoi faire? Je lui ai promis d'aller faire du cross avec lui au bois de Boulogne. Bon, c'est pas drôle. On a de la sympathie pour les situations qu'il vit, parce qu'on sait qu'il n'y peut rien. On plaint cette intrusion dans sa vie privée, nous sommes complices de cette intrusion, mais en tant que personnage, il n'est pas sympathique. Puisque je te dis que je les ai entendus, et il a même demandé de faire le cheval. Mais comment? Il lui a demandé de faire le cheval, il l'a fait. Ce qui n'enlève à rien, mais je suis plus attaché dans le film au personnage de Maurice ou de Perrache. Qu'ils a Pousset et Chaperon de cesser leur surveillance et de rentrer chez eux. Ils ont bien travaillé. Si c'est leur surveillance, le grand blond va se faire massacrer. Perdez cette habitude de discuter mes ordres, Perrache. Et encore une fois, il y a des cadavres partout dans son appartement, mais Perrin ne voit rien. Et le pauvre Maurice, lui, voit tout. Mais personne ne le croit et personne ne le prend au sérieux. Mais Maurice, pourquoi voulais-tu me tuer? Salaud, vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux. J'ai surpris qu'on est au téléphone. Fonce-t-on. Ça marche très bien. Ou même le personnage de Jean Rochefort, qui est un véritable salaud, mais qui tient sa ligne jusqu'au bout. Et qui gagne à la fin. C'est sympa les films où les méchants gagnent, de temps en temps. Le film vous tient en haleine jusqu'au bout, avec le bouquet final, le règlement de compte entre les hommes de Milan qui passent enfin à l'acte, en voulant éliminer le Grand Blond, pour se débarrasser des traces, et les hommes de Toulouse, qui le défendent grâce au volte-face de Perrache, qui, au lieu de faire éloigner les hommes, sur ordre de son patron, le trahit et demande à ce qu'il renforce la sécurité. C'est Perrache. Le patron vous demande de resserrer votre surveillance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est sympa surtout, c'est que dans ce grand bal de vilains, parce qu'il n'y a que des vilains dans ce film quasiment, que des méchants,
il y en a forcément un qui finit vainqueur, même s'ils s'entretuent presque tous à la fin. On a notre petit duo que j'adore de Jean Rochefort, Toulouse et de Perrache. Le grand blond est sain et sauf. Je croyais vous avoir dit d'éloigner Pousset et Chaperon. Ah bon? Ah ben, j'ai compris de travers alors. Qui sont aux manettes tous les deux et qui obtiennent exactement ce qu'ils voulaient. Toulouse se débarrasse de Milan, de son équipe. Perrache voit le grand blond vivant et partir avec une consolation. Vous avez effectivement compris de travers. Ah, je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas vous froisser. J'avais seulement à cœur de protéger un innocent. Et ça en restera là. Ou pas. Je peux regarder ce film inlassablement de par toutes ces équipes mobilisées pour rien, l'ambiance du service secret qui est très bien rendue. On sent des deux côtés que nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur. Ils ont l'air dangereux. Ils ont tous l'air dangereux. Christine. Mais réponds-moi, Christine. Allô? Christine. Ils sont tous dignes de figurer dans les James Bond des années 60. Et le résultat final est d'autant plus étonnant, d'autant plus impressionnant qu'il n'était pas du tout gagné. Tant le casting paraît logique aujourd'hui, mais pourtant, personne n'était, ou quasiment personne n'était désiré dans ce film au départ. En principe, il va au bois. Mais maintenant, il est foutu d'aller chez le dentiste. Tantôt par la Gaumont, tantôt par Yves Robert, tantôt par Francis Weber. Je veux pas de Pierre Richard, je veux pas de Vladimir Cosma, je veux pas de Jean Garmet. Et pourtant, je ne vois personne d'autre dans les rôles que ceux-là. Francis Weber et Yves Robert vont même remettre ça, bien que Weber était absolument contre cette suite, qu'il ne trouve pas bonne. Et il n'était pas le seul à être contre. On en parlera la prochaine fois. Mais mis à part ce duo de films, Le Grand Blond et sa suite, ils ne retravailleront pas ensemble, tant ils ne voient pas les choses de la même façon. Ce qui n'empêche pas que leur unique collaboration, ou double collaboration, aura été le point de départ de tant de choses. Une carrière de réalisateur pour Francis Weber, qui va se lancer quelques années après, dont des retrouvailles avec Pierre Richard d'ailleurs, qui seront tout aussi mémorables dans la trilogie La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Pierre Richard va devenir à partir de là prisonnier d'un personnage, mais qui le fera travailler 20 ans, même s'il en souffrira. Vladimir Cosma va devenir un grand compositeur. Comme la bande originale, c'est quand même fou de se dire que Francis Weber ne voulait pas de cette flûte de Pan, pourtant, on peut comprendre que flûte de Pan et espionnage, ça ne collait pas ensemble, mais c'est ça qui marche. Et Francis Weber le reconnaîtra très vite d'ailleurs qu'ils s'étaient trompés, comme quoi tout le monde peut se planter. Tout ça pour dire encore une fois que c'était pas gagné. Tout part du Grand Blond. Même les remakes dégueulasses. Encore un en 85. Dans le genre remake foiré, je vais juste vous montrer la bande-annonce parce que le film n'est pas facile à se procurer, mais rien qu'à voir la bande-annonce, on a compris qu'ils ont encore rien compris les Américains. Why is everyone looking for Tom Hanks? Disgusting fiend. Oh, come on, Morris. There he is. Because he was in the right place, at the right time, in the wrong shoe. Now, double agents are fascinated by him. Why the one red shoe? Beautiful women are attracted to him. I knew it was you. Could you please just step aside? You're cooking now. May I help you? And complete strangers are knocked out by his charm. Something wrong? No, Mom. You seem tense. I did pass out today and got hit in the head by a baseball. Mais rien que pour tout ce qu'on a dit depuis le début, respect à ce film. Respect éternel à ce film que j'apprécie de plus en plus à chaque fois que je le vois. Malgré un rythme lent, malgré un rythme assez particulier, malgré beaucoup de personnages qui sont très monocordes, très calmes, de Jean Rochefort, à Paul Leperson ou à Bernard Blier, leurs trois personnages sont froids et méthodiques, impitoyables, pourtant ils sont fascinants à suivre. Il y a de la tension entre ces trois-là. Mettez-le dans une bonne cave et buvez-le à ma santé dans 10 ans. J'espère que nous le boirons ensemble, monsieur. C'est dur de peut-être passer les 10 premières minutes, en tout cas enfant j'avais eu du mal, mais une fois que les ingrédients sont mis en place, à partir de l'aéroport, perfection. Je ne sais pas si quelqu'un qui découvrirait le film aujourd'hui, peut-être qu'il y en a parmi vous qui voudrait essayer, n'hésitez pas à aller le voir juste après. Vous me direz si vous avez eu du mal à tenir jusqu'à la scène de l'aéroport, ce que vous avez pensé du film globalement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et bien évidemment, ceux qui le connaissent par cœur aussi, partagez-moi les moments que vous avez préférés dans le film, les meilleures répliques, votre expérience tout simplement, et si vous savez pas quoi dire, ben... voici de quoi vous inspirer. Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ce sera tout pour cette vidéo du Grand Blond revisité. On reparlera du retour du Grand Blond une prochaine fois. J'espère que ce dépoussiérage de cette vidéo un petit peu buggée d'il y a 3 ans
vous aura plu, pensez à mettre le petit like pour dire que vous êtes passé par là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit et c'est ce qu'il y a de plus important. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Après tout, il ne se débrouille pas si mal, ce garçon.